Bonjour à tous, bienvenue au cours Dépasser l'approche phylogénétique. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons nous intéresser à une mesure de la distance entre les espèces qui s'appelle la distance phylogénétique, et nous allons voir que c'est un critère qui est souvent utilisé comme critère objectif universel pour mesurer les relations de parenté entre les espèces. Et nous allons voir aussi que dans certains cas, il peut être plus judicieux d'utiliser d'autres façons de mesurer les distances entre les individus et entre les espèces. Donc, dans une première partie, nous allons nous intéresser à la classification du vivant. Ensuite, nous allons voir que la distance phylogénétique est souvent utilisée comme mesure d'éloignement des espèces. Et ensuite, nous verrons que les espèces qui sont éloignées phylogénétiquement peuvent être aussi très proches si on regarde certains caractères particuliers et si on regarde certains phénomènes comme l'évolution indépendante de caractères semblables et le mimétisme. Donc, depuis très longtemps, pour essayer de comprendre la biodiversité et les êtres vivants, les biologistes ont essayé de répertorier le vivant. Et aujourd'hui, dans les muséums d'histoire naturelle, on a des collections fabuleuses qui concernent les animaux, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi les plantes, les micro-organismes. Et le but, c'est d'essayer de comprendre cette biodiversité. Et pour comprendre cette biodiversité, on a besoin de la classer, d'attribuer des noms aux différents individus qu'on va observer. Et il y a cette citation de Gilles Boeuf que j'aime beaucoup, qu'il a donnée il y a quelques années à une conférence. Il a dit « L'humain adore classer. La nature, elle, ne classe rien du tout. Mais nous, on ne comprend rien si on ne classe pas, et donc on a classé. » Donc c'est effectivement ça. On a besoin, pour essayer de comprendre, de classer, et c'est absolument nécessaire si on veut essayer de mieux comprendre le monde vivant. Donc, Carl Linné à Uppsala en Suède a entrepris effectivement d'essayer de répertorier tous les êtres vivants qu'il a pu collecter et de les classer et de leur donner des noms. Et donc, il est à l'origine d'une discipline en biologie qui s'appelle la systématique. Donc, c'est une discipline qui a pour objet d'inventorier tous les organismes vivants existants ou ayant existé. Et on la sépare en deux parties. Il y a une partie qui s'appelle la phylogénétique, qui va essayer de trouver les relations de parenté entre les différents groupes, les différents individus qu'on peut identifier. Et la taxonomie, qui, elle, a pour objet de classer les organismes vivants en catégories hiérarchisées, qu'on appelle des taxons, et aussi à leur donner des noms. Et donc aujourd'hui, la nomenclature qu'on utilise est la nomenclature binomiale, qui est celle qui avait été mise en place par Linné. Et dans sa première édition en 1735 de Systema Naturae, il explique qu'on peut essayer de donner des noms aux espèces en utilisant deux termes. Donc, par exemple, pour l'espèce humaine Homo sapiens, donc le premier terme correspond au nom de genre, Homo, et ensuite le deuxième terme au nom de l'espèce, et donc on appelle notre espèce Homo sapiens. Pour les rats, ça va être Ratus norvegicus, le loup Canis lupus, voilà. À chaque fois, on a deux termes, et il y a des règles très particulières à observer. Donc, par exemple, ça doit être à chaque fois des noms latins. Il ne doit pas y avoir d'accent ou de signe diacritique. Le nom de genre doit toujours commencer par une majuscule et une minuscule pour le nom d'espèce, et ça doit être toujours en italique. Voilà. Donc et il y a aussi des règles particulières ensuite pour différents taxons. Donc ça, c'est le nom d'espèce. Après, plusieurs espèces vont être regroupées en genre. Voilà, il peut y avoir plusieurs espèces sous le même genre. Et ensuite, on va définir des taxons à des hiérarchies de plus en plus grandes. Les familles, les ordres, les classes, les embranchements et ensuite le règne. Et si on a des groupes intermédiaires, on peut les appeler des sous-familles ou des super-familles, sous-ordres, super-ordres. Voilà. Donc pour retenir un peu cette classification, vous pouvez imaginer que vous êtes dans une classe et vous représentez votre famille et vous êtes classé par ordre. Et du coup, comme ça, vous voyez, donc il y a espèce et genre, et après famille, ordre, classe, pour vous donner un moyen mémotechnique de retenir. Et donc cette classification, on l'utilise encore aujourd'hui. Et ce serait très difficile de changer. Une fois qu'on a une classification et qu'on a des noms pour identifier les espèces, ce serait extrêmement difficile d'en imaginer une autre. Donc maintenant, on est parti pour utiliser cette classification. Donc un naturaliste qui va identifier une nouvelle espèce, donc ce qu'il va devoir faire, c'est écrire un article où il décrit les caractéristiques morphologiques, anatomiques, physiologiques ou même parfois de comportement qui sont spécifiques à cette espèce et qui la distinguent des autres qui sont déjà connus. Et il va lui attribuer un nom.
Et en plus de ça, en plus de cette publication, il va falloir aussi qu'il identifie des types. Et les types, ça représente des individus particuliers qui sont représentatifs de cette espèce. Et ces types-là, ils vont être stockés dans les muséums d'histoire naturelle. Et ensuite, d'autres chercheurs qui vont vouloir utiliser cette espèce ou mieux la connaître pourront aller dans ce muséum pour analyser ce type et le regarder. Donc pour les insectes, on collectionne en général directement les adultes. Pour les plantes, on les a dans des herbiers. Donc il y a un grand herbier, par exemple, au Muséum d'histoire naturelle à Paris qui a été rénové récemment. Et pour les bactéries, soit on a des cultures de bactéries ou alors on a d'autres modes de mesures qui peuvent être des séquences associées au génome de cette bactérie. La même chose pour les champignons et d'autres micro-organismes. Donc, pour définir une espèce, on a la première définition qui était celle de Linné, qui était une définition qui se base sur des caractères essentiels, qui dit que c'est un ensemble d'individus qui présentent des propriétés invariables essentielles qui permettent de définir cette espèce. Et aujourd'hui, on a encore tendance à voir cette idée-là de l'espèce avec ces types qui sont stockés dans les collections des muséums d'histoire naturelle, qui représentent un idéal particulier de cette espèce. Mais aujourd'hui, on sait avec la biologie évolutive que les espèces continuent toujours d'évoluer. Ce sont des systèmes extrêmement dynamiques et donc c'est parfois difficile de définir ce qu'est exactement une espèce. Et donc sur ce schéma-là, ce que vous voyez, chaque petit rond correspond à un individu et donc il faut un mâle et une femelle pour obtenir un nouvel individu. Et si on a le temps qui part du bas et qui monte vers le haut, donc vous voyez que là on a un groupe d'individus qui se croisaient entre eux et ensuite il y a eu ici une divergence avec ici donc une espèce qui est différente des autres de ce lignage ici, donc on peut les considérer comme des espèces différentes. Et parfois, on peut quand même avoir des phénomènes d'hybridation, donc ça c'est ce qu'on avait vu à un cours précédent, avec des hybrides qui vont apparaître entre une espèce B et une espèce D. Donc on sait que globalement, au cours de l'évolution, les lignages vont diverger et vont se séparer et vont pouvoir être considérés comme des espèces différentes. Mais on peut aussi avoir des échanges qui se font par hybridation ou par transfert horizontal d'ADN, qui fait que parfois ça peut être difficile de définir une espèce par rapport à une autre. Donc la définition en biologie évolutive d'une espèce, c'est une portion d'une lignée évolutive qui est génétiquement isolée des autres lignées. Et ensuite, nous, en tant que biologistes, on a besoin d'une définition concrète et pratique quand on est sur le terrain et qu'on a différents individus et on veut savoir si on veut les classer comme des espèces différentes, comme appartenant à la même espèce. Et du coup, on va utiliser des critères ou des propriétés secondaires qui vont être différents selon les groupes taxonomiques. Donc ça peut être le fait que les individus sont présents dans différents milieux de vie ou qu'il y a des barrières reproductives qui font qu'au laboratoire, on n'arrive pas à les croiser entre eux. Ou ça peut être aussi l'existence de traits de caractère différents qui permettent de vraiment les distinguer et où on ne trouve pas d'individus qui sont intermédiaires entre ces deux groupes. Donc néanmoins, ce critère d'espèce est parfois difficile. Et par exemple, il y a des espèces qu'on appelle des espèces en anneaux, où si on prend certains individus avec d'autres, présents un peu plus loin, on n'arrive pas à les croiser entre eux. Donc là, on pourrait se dire, ces individus de la population violette sont vraiment différents de ceux de la population rouge, vu qu'on n'arrive pas à les croiser, et en plus, ils ont des caractères différents. Mais en fait, en regardant mieux, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de populations différentes qui, elles, sont capables de se croiser avec la violette. Et comme ça, petit à petit, on remonte par des croisements à cette population-là. Et donc, il y a finalement des échanges de matériel génétique qui peuvent se faire en passant par toute une autre série de populations, même si, quand on regarde ces deux populations violettes et rouges, elles ne se croisent pas. Donc, un exemple d'espèce en anneau, ce sont les goélands du genre Larus. Et par exemple, le goéland argenté qu'on trouve souvent en France ou au Royaume-Uni, il ne se croise pas avec le goéland qu'on trouve plutôt en Suède. Et donc, on peut artificiellement faire des hybrides si on met des mâles de l'un avec des femelles de l'autre pendant un certain temps, mais dans la nature, ils ne vont jamais se croiser. Donc on peut considérer que c'est des espèces différentes, mais en fait, si on regarde d'autres populations de goélands, on voit que
le goéland argenté se croise avec son autre homologue du Canada, etc. Donc finalement, on a une espèce ici en anneau. Donc nous, dans notre laboratoire, on s'intéresse aux drosophiles, aux mouches drosophiles, et on trouve aussi des espèces différentes qui ne se croisent jamais dans la nature. Mais quand on les ramène au laboratoire, donc si on mélange dans une cage des mâles et des femelles des deux espèces, elles ne vont jamais se croiser. Mais par contre, si on met des mâles de l'un avec des femelles de l'autre espèce et qu'on attend pendant 2 semaines, ou parfois plus, on peut avoir des hybrides. Donc ça montre qu'il y a des barrières souvent comportementales qui font que les individus n'ont pas envie de se croiser, mais au laboratoire, on peut forcer les croisements. Une autre espèce en anneau, ce sont les salamandres du genre Essatina, où là, on a vraiment la même chose avec ces deux sous-espèces ou espèces, on pourrait dire, qui ne peuvent plus se croiser, alors que si on remonte le long de la côte ici, on a des croisements entre ces différentes sous-espèces. Donc vous voyez qu'elles ont des couleurs, des morphologies différentes, mais il y a encore des croisements qui peuvent être faits, donc elles ne sont pas encore totalement séparées. Et donc voilà, donc ça montre que la spéciation, la divergence et la formation de différentes espèces est un processus continu. Et parfois, c'est difficile de savoir si on a déjà 2 espèces différentes ou si c'est un processus en cours avec des populations qui ne sont pas encore totalement séparées du point de vue de la reproduction. Donc quand on a des espèces ou des groupes d'individus, on va vouloir mesurer les distances qu'il peut y avoir entre ces individus. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà montré dans un cours précédent. Donc par exemple, si on veut connaître la distance phylogénétique entre un humain et le coq, on va regarder ces séquences d'ADN. Et donc par exemple ici, on a regardé dans les séquences d'ADN la région qui va coder une protéine particulière qui est présente chez tous ces organismes, et on a regardé le nombre de différences qu'il y avait en acides aminés pour cette protéine entre ces différentes paires. Et donc là, vous voyez qu'entre le coq et l'être humain, il y a 35 différences, alors qu'entre le cheval et l'être humain, il y a 18 différences. Donc il va être plus proche, l'humain va être plus proche du cheval que du coq, et on va représenter ces distances sous forme d'un arbre phylogénétique avec ces branches horizontales ici. Et plus la branche est longue, plus il y a eu accumulation de mutations au cours de l'évolution dans cette branche. Donc ces branches sont une mesure de la distance phylogénétique qui existe entre ces différentes espèces. Mais pour les bactéries, ça peut être parfois difficile de faire de tels arbres phylogénétiques parce que chez les bactéries, il y a énormément d'échanges de matériel génétique. Donc ça peut être des fragments d'ADN isolés dans le milieu qui rentrent à l'intérieur de la bactérie, on appelle ça de la transformation. Il peut y avoir aussi parfois des phénomènes de conjugaison avec des prolongements membranaires où une partie de l'ADN passe d'une bactérie à une autre. On peut aussi avoir parfois production de vésicules qui vont rentrer dans une autre bactérie, et on peut aussi avoir des fragments d'ADN qui sont transférés d'une bactérie à l'autre via des virus. Parce que dans les virus incorporent son propre ADN, plus parfois de l'ADN de la bactérie. Et donc ça, c'est un phénomène très fréquent. Chez les bactéries, on voit énormément d'ADN qui passe de certaines bactéries vers d'autres. Et en général, cet ADN va rester quand même dans certaines familles de bactéries, dans certains groupes taxonomiques, parce que, par exemple, la conjugaison, elle implique des molécules qui doivent être présentes dans les 2 bactéries. Les virus aussi, il faut que ce soit des virus qui sont capables d'infecter ces 2 types de bactéries particulières. Et donc finalement, ces échanges, ils ont lieu de façon très fréquente, mais ça va être souvent dans certains groupes de bactéries et pas dans d'autres qu'on va avoir des échanges d'ADN. Et donc par exemple, en Allemagne, je crois que c'était en 2014, je vais regarder, je crois que j'ai noté, en 2011, il y a eu une épidémie de colite hémorragique et de syndrome hémolytique d'origine alimentaire qui a été due à ce transfert d'ADN où des bactéries Escherichia coli, telles que les bactéries qu'on a dans notre tube digestif, ont reçu un fragment d'ADN qui code une toxine qui venait d'une autre bactérie. Et donc ça a déclenché cette épidémie de colite, et il y a eu plus de 50 personnes qui sont décédées suite à ça. Donc voilà, donc ces échanges d'ADN sont extrêmement fréquents chez les bactéries, ce qui fait qu'on va avoir plus de mal à identifier exactement ce que sont des espèces.
Et donc les critères qui sont utilisés chez les bactéries pour savoir si on a des espèces différentes et à quel point elles sont différentes, c'est des critères qui sont vraiment basés sur ces séquences d'ADN quand même, parce que c'est très difficile d'avoir des critères morphologiques pour les bactéries. Et donc, pour considérer deux bactéries comme appartenant à la même espèce, on va regarder si leur similarité mesurée par hybridation de leurs ADN est plus grande que 70%. Aujourd'hui, on peut séquencer le génome entier des bactéries et du coup, on va regarder le pourcentage d'identité de séquence. Donc, on va regarder combien il y a de lettres sur l'ADN qui sont différentes. Et si le pourcentage d'identité est plus grand que 94%, on considère que ce sont des bactéries de la même espèce. Et aujourd'hui, on peut utiliser aussi pas tout le génome, mais certaines portions du génome qu'on a considérées comme des marqueurs universels. Et pour ces marqueurs-là, donc ces portions de séquence, on va regarder si l'identité est plus grande ou moins grande que 96%. Et donc si c'est plus grand, on va considérer que c'est la même espèce. Et après, dans l'espèce, on va pouvoir considérer des sous-espèces, des souches ou des génomes de la même souche. Et donc vous voyez qu'il y a tout un gradient suivant là où on se place. Et parfois, c'est vraiment des conventions qu'on a prises pour savoir à quel point on va dire que là, on a deux espèces différentes ou pas. Alors, se baser sur l'ADN pour identifier les espèces est très utile, et spécialement aujourd'hui pour faire de la métagénomique. Donc ici, on a une expérience qui a été faite au Botswana, où on a voulu regarder les bactéries qui étaient présentes dans le sol. Donc ce que les chercheurs ont fait, c'est prélever une petite partie, un échantillon de sol, dans des conditions stériles, et ils l'ont mise dans un tube. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une solution liquide dans le tube pour que les bactéries passent dans la solution liquide. On centrifuge pour récupérer le sol et le retirer. Et ensuite, dans cette suspension où on a les bactéries, on va extraire l'ADN, le séquencer, et ensuite, ces séquences d'ADN, on va les comparer aux bases de données qui existent pour essayer de voir à quoi ils correspondent et pour identifier les différents types de bactéries présentes dans le sol. Et donc vous voyez qu'ici, dans le cas des échantillons de sol qui sont contaminés par des eaux usées, on a trouvé différents types de bactéries. Par exemple, 6% de Bacteroidetes et 4% de Firmicutes. Et dans un sol de parcelle horticole qui a été échantillonné à 2 km du sol précédent, vous voyez qu'on a des proportions différentes. On a 12% de Firmicutes. Donc on va pouvoir comme ça, juste à partir des séquences d'ADN, savoir le type de bactéries qui sont présentes dans tel ou tel échantillon. Donc si vous voulez avoir des informations sur différentes espèces, je vous conseille d'aller sur ce site qui s'appelle Encyclopedia of Life, eol.org, qui comprend plus de 1 million de pages qui correspondent à différents groupes taxonomiques. Et donc vous allez pouvoir avoir des photos de ces différentes espèces, une description de leur caractère, du milieu où ces espèces vivent. Et ce qui est très intéressant aussi qu'ils ont rajouté récemment, c'est des réseaux où on peut voir les relations de qui mange qui. Donc ça peut être aussi très intéressant. Quels sont les prédateurs, qui les mangent, etc. Il y a un autre site aussi qui est très bien, qui s'appelle gbif.org, où là aussi, vous rentrez le nom d'une espèce, on va vous donner quelques photos, on va vous donner exactement la classification liée à cette espèce, et aussi les endroits où on a trouvé des individus de cette espèce, et en quelle année. Donc vous pouvez exactement savoir la distribution de ces espèces. Pour ce qui concerne la taxonomie, donc il y a un site gouvernemental américain qui est en collaboration entre les États-Unis et le Canada et le Mexique pour avoir donc une bonne vision de toute cette taxonomie. Donc c'est le site itis.gov. Et donc là, je vous ai mis le cas de l'écureuil volant qu'on va revoir un petit peu après. Et donc là, vous avez le nom de l'espèce, Glaucomys volans. On a des synonymes, d'autres noms qui avaient été donnés. Donc vous voyez que Linné lui avait aussi donné un nom en 1758, Mus volans, mais aujourd'hui on utilise le nom Glaucomys volans.
Voilà. Et ensuite, vous avez toute la classification. Donc, il fait partie du genre Glaucomys, de la famille des Suridés, etc. Donc, vous voyez qu'on peut remonter comme ça. Et en cliquant, on peut avoir aussi un détail de chacun de ces groupes taxonomiques. Après, il y a aussi ce site web qui est très bien, qui s'appelle treeoflifeweb.org, donc tolweb.org. Donc c'est un site qui n'est plus mis à jour depuis 2009, mais moi personnellement je l'utilise quand même de temps en temps parce que ça donne une vue d'ensemble, il y a quelques photos et on peut comme ça en cliquant remonter dans l'arbre et essayer de voir les différents groupes taxonomiques. Personnellement, pour mes recherches, j'utilise un autre site qui est un site du NCBI qui fait aux États-Unis. Et donc c'est la base NCBI Taxonomy. Pourquoi j'utilise cette base? Parce qu'elle est liée directement aux séquences d'ADN. Et nous, dans notre laboratoire, on manipule énormément ces séquences. Et donc là, on a un lien direct entre les séquences et la taxonomie. Et donc ça peut être très utile quand on a des échantillons pour essayer de voir à quel groupe taxonomique ça correspond. Il y a aussi un site développé par un chercheur à l'Université de Lyon pour voir visuellement et se déplacer dans l'arbre. Donc vous mettez par exemple le nom de 2 espèces différentes et ça va vous tracer dans l'arbre comment on passe d'une espèce à l'autre. Et vous pouvez cliquer, regarder les différentes espèces. Donc c'est un site qui est vraiment aussi très intéressant à aller dessus. Et ces distances phylogénétiques, elles vont être utilisées pour calculer le temps de divergence qui existe entre 2 espèces données. Et donc pour calculer ces temps de divergence, on va se baser sur le nombre de mutations qui s'est accumulé au cours de l'évolution. Et je vous avais montré dans un cours précédent qu'en général, les mutations s'accumulent à un taux constant et du coup on peut estimer les temps de divergence en se basant sur le nombre de mutations. Et donc il y a un site qui est très bien aussi que j'utilise souvent qui s'appelle timetree.org où on peut rentrer le nom de 2 espèces différentes et ça va nous donner la liste de tous les articles qui ont estimé le temps de divergence entre ces 2 espèces et le temps moyen qui a été trouvé ou le temps médian d'après toutes ces études. Donc là par exemple j'ai mis Homo sapiens comparé avec le chimpanzé. Et on voit que le temps médian estimé de divergence entre les deux, c'est 6,4 millions d'années. Mais vous voyez que les estimations sont très différentes selon les articles. Il y a quand même une très grande variation. Voilà, donc ça permet aussi de nous donner une idée. Donc, à partir donc, de cette classification, on va du coup calculer ces distances phylogénétiques. Et ces distances phylogénétiques, elles vont nous servir comme mesure d'éloignement entre des espèces différentes. Donc une question qui se pose en biologie de la conservation, parfois, c'est de savoir quel site on va conserver. Donc, par exemple, on imagine il y a des marais salants à un endroit, sur une très grande zone, mais il y a une partie qui va être utilisée pour d'autres choses et on va se demander quel site dans cette région on va préserver pour essayer de préserver la biodiversité. Donc c'est une question qui peut se poser et en général ce qui a été fait souvent c'est de regarder le nombre d'espèces qui sont sur ces différents endroits et de prendre le site où il y a le plus d'espèces possible, le plus d'espèces par rapport aux autres. Mais ce chercheur en 1992, Feist, a expliqué que ce n'était pas forcément une bonne méthode et une autre méthode qu'il a proposée c'est de se baser sur les distances phylogénétique et il a mis en place un index qui s'appelle la diversité phylogénétique, qui est la somme des longueurs des branches d'un arbre phylogénétique qui relie l'ensemble des membres de cet assemblage. Et lui, ce qu'il a dit, c'est que quand on a plusieurs sites, il faut essayer de plutôt conserver le site avec la plus grande diversité phylogénétique. Donc, par exemple, vous avez ici 2 sites. Donc, chaque point représente une espèce qui est présente sur le site. Donc vous voyez que sur le site vert, il y a un petit peu moins d'espèces. Il y a 5, 6, 7, 8 espèces, alors que sur le site 2, il y a 10 espèces. Mais quand on regarde la diversité phylogénétique, donc on regarde la longueur de toutes les branches qui relient les espèces. Donc par exemple, pour celle sur le site 1, on va trouver une diversité phylogénétique de 71, alors que pour le site 2, une diversité de 50. Donc lui, ce qu'il propose, c'est plutôt de conserver le site 1, parce qu'il y a plus de diversité dans ce site 1, même s'il y a un petit peu moins d'espèces.
Donc ce qu'on va voir dans la suite, c'est que ok, c'est une mesure, et aujourd'hui c'est très utilisé, il y a plus de 4000 articles qui citent cet article, donc c'est beaucoup de citations pour un article d'écologie ou de biologie de la conservation. Et donc c'est un indice qui commence à être utilisé, mais selon moi, ça ne doit pas être le seul critère. Parfois, des espèces qui sont extrêmement éloignées peuvent avoir, par évolution convergente, évolué des traits de caractère semblables. Et donc, ce n'est pas forcément un critère de choix qu'on doit utiliser à chaque fois. C'est un critère qui est facile à utiliser et où tous les chercheurs vont être d'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage. Mais par contre, quand on regarde ce critère-là, on ne va pas regarder d'autres critères tels que la diversité fonctionnelle, le nombre d'herbivores, de carnivores, etc. Et donc ça peut être aussi intéressant d'utiliser d'autres points de vue et d'autres méthodes. Donc c'est ce qu'on va voir un peu dans la suite de ce cours. Donc est-ce que plus on s'éloigne, plus on est différent? Donc par exemple, ici, vous voyez les humains. Un peu plus loin, on a le chimpanzé, le bonobo. Donc on a divergé de ces espèces il y a environ 4 à 6 millions d'années. Un peu plus loin, on va voir le gorille, après l'orang-outan. Donc est-ce qu'on peut dire que plus on s'éloigne, plus on est différent? Par exemple, dans cette publicité, 99,4% humains, en montrant une photo d'un chimpanzé. Donc ça, ce pourcentage-là, on peut le calculer sur la base des séquences d'ADN, d'accord? Mais est-ce que c'est vraiment une mesure de la distance qui nous sépare des autres espèces? Donc il y a eu différents chercheurs, dont Reed Noss, qui ont proposé que nous, on avait une sorte d'éthique taxonomique avec les individus avec lesquels on est les plus proches, ça va être notre famille proche, nos parents. Ensuite, on va avoir des relations proches avec notre groupe social. Un peu plus loin avec des individus qui sont dans le même groupe religieux, dans la même nation, la même race. Un peu plus loin, des peuples d'autres nations, d'autres races, d'autres groupes religieux. Ensuite, on a étendu notre cercle éthique aux autres animaux sensibles, puis aux autres espèces. Et l'éthique ultime, c'est de considérer l'écosystème dans sa totalité, la Terre dans sa totalité, et d'avoir des relations éthiques vis-à-vis de l'ensemble des êtres vivants. Donc Charles Darwin parlait déjà de cette idée d'extension de nos sympathies, notamment dans son livre « La filiation de l'homme » qu'il a publié en 1871. Et il avait écrit « Au fur et à mesure que l'être humain a progressé intellectuellement, ses sympathies sont devenues plus tendres et plus larges, s'étendant aux hommes de toutes les races, aux imbéciles, aux estropiés et aux autres membres inutiles de la société, et enfin aux animaux, et le niveau de sa moralité s'est élevé de plus en plus. » Donc vous voyez que le langage a changé aujourd'hui, on ne dirait plus des phrases comme ça. Voilà, mais donc il imaginait que au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, la séquence éthique s'était étendue. Et d'autres personnes ont aussi remarqué qu'on peut voir des correspondances. Par exemple, les pionniers de la protection animale, souvent ils étaient aussi engagés dans la lutte contre l'esclavage. Par exemple, en Irlande, Richard Martin, qui était un homme politique, a été à l'instigation, à l'initiation de la loi sur le traitement cruel du bétail de 1822, et il a aussi milité pour l'abolition de l'esclavage. En France, on a Alphonse de Lamartine, qui était président de la Société française pour l'abolition de l'esclavage et qui prônait aussi le végétarisme et qui était pour le bien-être animal. Donc, pour aller plus loin dans cette séquence éthique, on a ce livre de Aldo Leopold qui est devenu aujourd'hui célèbre et qui est vraiment un livre que je vous conseille. Donc, Sand County Almanac, qui a été publié en 1949, donc un an après sa mort grâce à son fils. Et donc, dans ce livre, il développe son éthique de la Terre et il dit donc une éthique de la Terre modifie le rôle de Homo sapiens qui, de conquérant de la communauté terrestre, devient simple membre et citoyen de celle-ci. Elle implique le respect de ses congénères, mais aussi le respect de la communauté en tant que telle. Et donc il y a une citation qui revient souvent et qui est souvent donnée de ce livre. « Une chose est bonne lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est mauvaise lorsqu'elle tend à l'inverse. » Donc là, on a une éthique de conservation de l'ensemble de l'écosystème, de l'ensemble
de la communauté biotique, de l'ensemble des espèces qui vivent dans un milieu particulier. Donc, Catherine Larère a aussi permis de mieux comprendre ces différentes éthiques et elle a montré qu'il y avait finalement 3 types d'éthiques environnementales. La première qui est une éthique anthropocentrée, où là on va vraiment regarder les actions qu'on peut avoir par rapport à leurs conséquences morales sur l'être humain, donc c'est vraiment centré sur l'être humain. Par opposition à cette éthique anthropocentrée, on a l'éthique biocentrée, où là, tout être vivant a une valeur intrinsèque et une dignité morale. Il y a une égalité entre tous les êtres vivants et tous les êtres sensibles. Et donc, ça rejoint le courant vegan ou antispéciste. Et on a, à l'image de Aldo Leopold, une autre éthique qui est, elle, écocentrée, où là, cette fois-ci, la valeur intrinsèque n'est pas accordée à des êtres individuels séparés, mais à l'ensemble de l'écosystème. Donc ces différentes éthiques coexistent et parfois elles peuvent conduire à des problèmes, disons, ou des confrontations. Et donc ici, je vais vous donner juste un exemple de ça. Donc c'est le girafon Marius qui a été euthanasié au zoo de Copenhague en 2014. Et donc il y a eu beaucoup d'internautes qui se sont soulevés contre cette décision du zoo. Et donc il y a eu des pétitions de fait et autres, mais finalement il a quand même été euthanasié. Et donc ce girafon, en fait, on a regardé son ADN et on a vu qu'il avait une diversité génétique qui était très faible par rapport à toutes les girafes qui étaient déjà dans les zoos, dans le zoo de Copenhague et aussi dans l'association de tous les zoos. Et la girafe, c'est quand même un animal qui demande beaucoup de ressources pour l'élever. Et du coup, le zoo a décidé de l'éliminer et d'essayer d'avoir plutôt de nouveaux girafons qui auraient un patrimoine génétique plus diversifié, en se disant que voilà, aujourd'hui, l'espèce est en danger et si on veut la préserver, il faut essayer d'avoir des individus qui sont le plus différents génétiquement. Donc vous voyez que là, c'est une approche, une éthique écocentrée, voilà, basée sur l'ensemble de l'espèce, mais qui peut du coup aller à l'encontre d'une éthique biocentrée qui, elle, essaye de respecter la dignité et la vie de chaque être vivant. Donc parfois, on a des problèmes quand on compare ces différentes éthiques. Et dans le cours tout à l'heure avec Anne Atlan, vous allez voir aussi d'autres exemples avec les chats où on a exactement cette même problématique. Donc, si on reprend donc, cette séquence éthique taxonomique, donc, le départ ici on a l'espèce humaine, ensuite on arrive aux animaux sensibles, les autres espèces et ensuite les écosystèmes. Et vous voyez qu'ici, les animaux sensibles, je ne sais pas si c'est ma diapo d'après, non, je vais peut-être passer, non. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc les animaux sensibles, ici, ils sont dans différents groupes, donc ça ne va pas forcément suivre la taxonomie. Et puis ici, on a ici tous ces animaux qui sont ensemble. Et donc il y a des études qui ont été faites récemment pour essayer de voir est-ce que notre empathie et notre compassion va être différente selon la distance taxonomique qui existe. Donc cette étude a été faite et publiée en 2019. Donc ce qui a été fait, c'est de montrer 2 photos d'êtres vivants à des gens et de leur poser des questions et ils doivent choisir l'une des 2 photos. Donc en tout, ces photos représentent juste un individu sur la photo qui correspond à une espèce parmi 52 espèces qui sont choisies. Et aux personnes, on leur demandait de choisir une des 2 photos. Et la question était la suivante. J'ai l'impression d'être mieux à même de comprendre les sentiments ou les émotions de... Et voilà, il fallait choisir entre les 2 photos. Donc ça, c'était pour mesurer l'empathie vis-à-vis d'une espèce. Et il y avait aussi une mesure de la compassion. Et là, pour mesurer la compassion, la question qui était posée, c'était si ces 2 individus étaient en danger de mort, j'épargnerais en priorité la vie d'eux. Et voilà, il fallait choisir entre les 2 images. Et donc, du coup, les images ont été données aléatoirement à des gens. Donc, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont répondu au sondage. Et à partir de toutes ces données, on a pu établir un degré d'empathie ou un score d'empathie, un score de compassion. Et donc vous voyez que globalement les points là ici diminuent. Donc chaque point représente une espèce. Et donc pour l'empathie et pour la compassion, plus on s'éloigne de l'homme, plus le score diminue. Et vous voyez que quand on arrive aux animaux, enfin quand on sort des animaux,
le score est à un plateau. Donc là, en fait, notre empathie et notre compassion est à peu près, ne change pas quand on s'éloigne et qu'on va plus loin, qu'on regarde les champignons, qui sont plus proches de nous que les plantes à fleurs, mais il n'y a pas de grande différence. Après, c'est une tendance générale. Si on regarde des points particuliers, on voit qu'il y a certains points qui sortent un petit peu de la tendance. Par exemple, ce point ici, et ça représente le chêne. Donc pour le chêne, on a une forte compassion, donc on a envie qu'il survive, d'accord, mais par contre, on a du mal à ressentir ce que pourrait ressentir un chêne, d'accord. À l'inverse, ici, là, vous avez le tic. Les images de tiques, elles n'ont jamais été sélectionnées. Voilà, les humains ne veulent pas préserver les tiques. Par contre, on imagine qu'on ressent un petit peu mieux quand même ce que ressent un tic qu'un arbre. Voilà, donc du coup, la compassion et l'empathie ne sont pas forcément toujours corrélées. Ça va dépendre des espèces. Mais globalement, vous voyez une diminution progressive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une chute à un moment donné. C'est vraiment plutôt globalement progressif. Alors que voilà, si on regarde les personnes qui sont adeptes du pesco-végétarisme, on peut imaginer qu'il y aura une séparation plus stricte entre les poissons et les tétrapodes. Mais là, on ne voit pas de chute brutale à ce moment-là. Pareil, donc là, on voit quand même un peu entre les animaux et le reste des espèces qui ont été testées. Donc là, voilà, donc ça donne des tendances générales qui peuvent être observées. Donc cette étude, elle a été faite que sur 50 espèces, une cinquantaine d'espèces, d'accord. Il faudrait faire des analyses plus poussées pour en savoir plus. Dans cet autre article publié aussi récemment, en 2018, les chercheurs ont demandé à plusieurs milliers de personnes quelles étaient les espèces les plus charismatiques. Et on tombe sur des animaux, et on tombe sur des animaux de grande taille, et on tombe que sur des mammifères. Donc finalement, quand même, les espèces pour nous qui sont les plus charismatiques sont des mammifères. Donc vous voyez l'ours polaire, le tigre, le panda, le gorille, le guépard, le léopard, le lion, la girafe. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce sont toutes des espèces qui sont en voie d'extinction, enfin, dont les tailles des populations ont chuté drastiquement ces dernières années. Donc là, si vous voyez la chute de ces différentes espèces, donc pour la girafe, il y a plusieurs espèces qui sont représentées ici. Donc vous voyez que pour l'éléphant, la taille de la population de cette population-là a peu chuté, a chuté de 40% en 70 ans, mais pour toutes les autres espèces ici, représentées ici, vous voyez des chutes bien plus drastiques. Et quand on a demandé aux gens est-ce que cette espèce charismatique est en danger, donc pour les girafes, les lions et les léopards, il y a énormément de personnes qui répondent que non, l'espèce n'est pas en danger. Donc les gens ne savent pas que ces espèces sont en danger. Donc on le sait pour les ours polaires ou les tigres ou les pandas, mais par contre pour ces autres espèces charismatiques, ce n'est pas forcément connu. Donc il y a d'autres travaux qui montrent qu'en général, les espèces charismatiques, elles reçoivent beaucoup plus d'argent dans les programmes de conservation pour les conserver. Mais vous voyez que malgré ces efforts, ça ne suffit pas parce que ça correspond vraiment à des espèces qui aujourd'hui ont des populations qui décroît énormément. Donc voilà, donc on a certaines espèces avec lesquelles on va avoir des relations privilégiées. On va mieux en général, ce sont des espèces qu'on connaît mieux, mais ça ne suffit pas pour empêcher la diminution des individus de ces espèces. Donc maintenant, nous allons voir que donc cette distance phylogénétique, parfois, elle ne suffit pas à estimer les différences qui peuvent exister entre différents groupes taxonomiques. Donc, prenons déjà l'exemple de l'écureuil volant, qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, donc l'écureuil volant, donc on le trouve en Amérique du Nord, et il ressemble fortement au phalangé volant qu'on retrouve en Australie. Vous voyez, donc il a aussi une grande membrane, il peut planer aussi sur plusieurs mètres. Vous voyez la tête qui se ressemble beaucoup avec des grands yeux, des petites oreilles allongées. Donc c'est des animaux qui se ressemblent énormément. Mais en fait, quand on regarde leur position dans l'arbre phylogénétique, ils sont vraiment extrêmement éloignés. Donc les phalangés volants font partie des marsupiaux, donc en fait ils sont proches des kangourous,
Ils ont une petite poche ici pour élever leurs petits. Donc en fait, chez les marsupiaux, le développement se fait au départ dans le ventre de la mère et au bout d'1 mois ou 2, l'animal sort, donc on appelle ça une larve. Elle rentre dans la poche et ensuite elle va se nourrir de lait à l'intérieur de la poche où se trouvent les mamelles de la femelle. Donc c'est très différent du développement des placentaires où là le développement va être long à l'intérieur du ventre de la mère à l'aide d'un placenta très développé où il y a des échanges importants via le sang entre la mère et le fœtus en développement. Et vous voyez que l'écureuil volant, il est là, donc il est très loin. Donc c'est un cas d'évolution indépendante vers les mêmes traits de caractère et vers la même niche écologique, les mêmes comportements. Donc ce n'est pas seulement des différences au niveau une convergence au niveau anatomique, mais aussi au niveau du comportement. Un autre exemple vraiment frappant, c'est le loup de Tasmanie, qu'on appelle aussi le thylacine. Et donc là, vous voyez une vidéo qui a été prise en 1933. Et malheureusement, le dernier individu est mort dans un zoo en 1936. Donc aujourd'hui, c'est une espèce qui est éteinte. Et cette espèce, donc, on la trouvait en Australie, il y avait énormément d'individus. Et ensuite, ces effectifs ont chuté avec l'arrivée du chien notamment, donc, qui est rentré en compétition avec le loup de thylacine. Il a été aussi beaucoup chassé par les êtres humains. Et donc aujourd'hui, il a disparu. Et donc vous voyez sur ces images qu'il ressemble, il ressemble beaucoup à un chien. D'accord ? Il est carnivore, il se déplace comme un chien, il a le museau comme les chiens. Mais non, il ressemble à un kangourou en fait. Donc il est beaucoup plus proche des kangourous que des chiens. Voilà. Et donc il y a aussi cette autre vidéo qui a été prise. Et c'est vrai que quand on le voit sauter, comme ça, on voit que la façon dont il se tient, c'est pas exactement comme les chiens. Les chiens, ils vont être plus sur le bord des pattes, d'accord ? Donc il y a des petites différences quand même qu'on peut observer, mais globalement, c'est quand même assez frappant de voir que de façon indépendante, on a eu cette forme qui ressemble à un chien, qui a évolué en Australie et qui n'a rien à voir avec nos chiens à nous, mais qui finalement, de façon indépendante, a évolué ce trait de caractère. Donc voilà, les loups de Tasmanie sont aussi dans les marsupiaux, ont une poche pour élever leurs petits, alors que les loups qu'on a nous en Europe font partie des placentaires et sont dans un tout autre groupe. Donc cette photo, elle est assez émouvante, où on voit le loup de thylacine, lui, il n'a pas de chance, il est enfermé, d'accord ? Alors que le chien, lui, il a été domestiqué, il est proche des humains, et aujourd'hui on a énormément de chiens sur Terre. Et finalement, on peut se dire que ça aurait pu très bien être les thylacines qui auraient été domestiqués, et aujourd'hui, on aurait des thylacines partout. Mais il se trouve que ça a été le chien, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et vous voyez qu'ils se sentent, ils se reniflaient. Donc c'est quand même incroyable d'imaginer qu'ils ont à peu près la même taille, ils peuvent se renifler, mais c'est vraiment de l'évolution totalement indépendante. On a d'autres cas extrêmes comme ça qu'on peut observer quand on compare les placentaires qu'on a en Amérique et les marsupiaux qui sont en Australie. Donc on a déjà vu le loup de Tasmanie ou thylacine qui ressemble au loup qu'on trouve en Amérique. On a d'autres cas, on a vu aussi l'écureuil volant qui ressemble au phalyngé volant. On a aussi en Australie le chat marsupial à queue tachetée qui ressemble un peu au type de chat sauvage qu'on peut avoir en Amérique. Le couscous tacheté qui ressemble au lémur et qui est grimpeur dans les arbres, qui a le même mode de vie. On a des souris marsupiales qui ressemblent aux souris qu'on a nous. On a aussi des animaux qui mangent les fourmis, les numbats en Australie qui ressemblent aux fourmiliers qu'on a en Amérique. Et on a aussi des rataupes marsupiales qui ressemblent aux rataupes qu'on peut avoir, qui sont une vie fouisseuse en Amérique. Donc de façon indépendante, ces différents marsupiaux ont évolué des modes de vie, une anatomie qui ressemble à ce qu'on peut trouver dans un autre groupe chez les placentaires. Donc vous voyez qu'ici, la distance phylogénétique n'a pas forcément de sens. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le milieu de vie et l'anatomie. Pour les plantes, on a la même chose aussi. Parfois, l'évolution a fait que des plantes qui vivent dans les mêmes conditions vont s'adapter et vont évoluer et trouver des solutions qui vont être très semblables. Par exemple, si on regarde des cactées et des euphorbes,
Même des botanistes, parfois, juste en regardant anatomiquement la plante, on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas savoir si on a plutôt un cactus ou une forme. Et pour le savoir, il faut faire une entaille, et du coup, on va voir le liquide qui sort. Si le liquide est blanc et un peu collant, ça va être une forme, alors que s'il est transparent, ça va être une cactée. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir le distinguer, mais par contre, morphologiquement, on ne voit pas de différence. Donc de façon indépendante, il y a eu évolution vers une tige qui est beaucoup plus grosse, réduction des feuilles, voire disparition des feuilles, apparition d'épines, et voilà, donc c'est très très différent. Maintenant, donc ça c'est quelque chose qui est très général, on pourrait donner beaucoup d'exemples. Un autre exemple du coup que j'ai pris ici, c'est l'exemple de la forme fusiforme des poissons. Elle a évolué de façon indépendante au moins 3 fois au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Donc on la retrouve chez les poissons, d'accord ? Donc les poissons, c'est les premiers organismes vertébrés qui existaient et qui étaient présents sous l'eau, d'accord ? Et ensuite, au cours de l'évolution des vertébrés, il y a eu la sortie de l'eau. Donc certains vertébrés ont commencé à coloniser le milieu terrestre. Et ensuite, il y a eu un retour à l'eau de certains vertébrés. Donc par exemple, il y a eu des ancêtres des reptiles qui sont retournés à l'eau et qui ont donné ces formes-là qui ressemblent à des poissons, mais qui ne sont pas des poissons, qu'on appelle les ichthyosaures. Donc aujourd'hui, on n'a que des fossiles. Ce sont des animaux qui vivaient entre moins 250 et moins 90 millions d'années. Et vous voyez qu'ils ressemblent fortement aux poissons, comme les requins ou autres. Et on a aussi les dauphins qui dérivent de mammifères qui sont retournés à l'eau. Donc pour ces 3 formes différentes, on trouve une forme fusiforme en forme de poisson. On trouve aussi une propulsion par une nageoire postérieure aplatie. On trouve aussi une nageoire dorsale sur le haut du corps. Et les membres ont été totalement transformés en nageoires. Donc vous voyez que ça a évolué de façon indépendante dans ces 3 groupes. On peut se dire, oui, mais c'est quelque chose de très rare, et c'est arrivé une fois, mais ça ne peut pas arriver. Et en fait, sous nos yeux, aujourd'hui, on a d'autres mammifères qui sont en train d'évoluer peut-être vers des formes plus aquatiques. Donc ça, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube d'un chevreautin aquatique. Donc c'est un mammifère qu'on trouve dans les forêts en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un herbivore, et un de ses prédateurs, c'est cet aigle couronné ici. Et donc lui, ce chevreautin aquatique, il est petit, à peu près la taille d'un renard. Et donc si jamais il voit qu'il y a un aigle qui l'a repéré, donc comme là ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va courir et il va aller se cacher dans l'eau. Et en fait, ses os sont denses, ce qui fait qu'il ne flotte pas, il va pouvoir marcher au fond de l'eau. Et quand on regarde les squelettes des fossiles de baleines ou des ancêtres des baleines, on a trouvé aussi que effectivement, les os des mammifères qui commençaient à rentrer dans l'eau, c'était des os qui étaient vraiment très denses, qui font que l'animal ne flotte pas et va sous l'eau. Et donc lui, il est capable le chevreautin aquatique, il est capable de fermer ses narines pendant plus de 3 ou 4 minutes, et du coup il peut rester sous l'eau pendant ce temps-là. Voilà, donc il est capable de voir sous l'eau. Et donc vous voyez qu'il a un début d'adaptation à la vie aquatique. Et donc on peut imaginer que le début de l'adaptation des ancêtres des baleines, c'était quelque chose comme ça, des animaux qui étaient capables de vivre à la fois sur Terre et sous l'eau. Et petit à petit, au cours de l'évolution, il y a eu des formes de plus en plus aquatiques, et il y a eu évolution vers cette forme qui ressemble à un poisson qu'on trouve aujourd'hui chez les baleines. Donc là, vous voyez, il sort juste sa tête de l'eau pour respirer et reprendre sa respiration. Et donc, on sait que chez l'évolution au cours chez la baleine, l'ouverture des narines, elle s'est faite, elle a évolué progressivement vers une région de plus en plus postérieure. Et aujourd'hui, l'évent de la baleine, il est situé plutôt en haut, et donc ça permet à l'animal de ne pas avoir juste la tête qui sort, c'est vraiment juste le haut ici, et donc ça, c'est aussi une adaptation. Vous voyez que là, voilà, il a réussi à s'en sortir, il est allé loin, et cette fois-ci, il n'a pas été repéré par l'aigle. Donc en chinois, pour dénommer une baleine, en fait, on utilise 2 caractères,
Il y en a un, c'est le caractère poisson, et l'autre, c'est un caractère qui veut dire grand ou éminent. Et en fait, ça a du sens finalement, parce qu'une baleine, oui, ça ressemble beaucoup à un poisson. On peut se dire que phylogénétiquement, c'est pas du tout un poisson, d'accord ? Mais finalement, si on regarde le mode de vie de cet animal, il ressemble beaucoup à un poisson. Il y a beaucoup de points communs. Et donc finalement, c'est pas si aberrant que ça de considérer qu'une baleine, c'est un poisson qui est très grand. Les autres types de ressemblances qu'on peut observer dans le vivant sont liés aussi à ce qu'on appelle le mimétisme. Donc, dans un cours précédent, on avait parlé des coléoptères myrmécophiles, donc des coléoptères qui ressemblent énormément à des fourmis et qui vont vivre à l'intérieur de la fourmilière et qui vont être des parasites pour les fourmis. Et donc, on avait vu que ces coléoptères particuliers ont une anatomie qui a évolué et qui ressemble fortement à une fourmi. Donc ils ont des antennes qui vont être recourbées, des pattes qui sont bien plus longues que leurs ancêtres, un corps effilé avec un gros abdomen et des zones plus petites qui les font ressembler à des fourmis, une couleur un peu plus claire. Et il y a aussi production, dans les cas où ça a été étudié, de phéromones très semblables à celles qu'on trouve chez les fourmis. Donc ici, on a du coup des animaux qui sont des coléoptères, mais qui vont ressembler à des fourmis, et donc une ressemblance très forte. Et on avait vu que ça avait évolué de façon indépendante au moins 12 fois au cours de l'évolution. On a aussi des animaux qui vont ressembler à des plantes. Donc là, je vous ai mis différentes espèces qui ressemblent à des feuilles mortes. Donc un gecko, une menthe, des papillons ou des araignées. Et donc vous voyez que là, de façon indépendante, on a différents animaux qui vont ressembler à un organe de plante, à une feuille morte. Et donc c'est une ressemblance à l'échelle anatomique, mais aussi au niveau du comportement. Donc c'est des animaux qui bougent pas beaucoup, d'accord ? Et donc ça permet de les camoufler et de les protéger des prédateurs. Donc vous allez me dire, oui, ok, donc on a des animaux qui ressemblent à des plantes, mais il n'y a pas quand même de plantes qui ressemblent à des animaux. Mais si, il y a aussi. Donc par exemple, chez les orchidées, donc là j'ai pris l'exemple de l'Ophrys miroir, mais il y a plein d'autres espèces d'orchidées qui ressemblent à différents insectes. Donc l'Ophrys miroir, elle, ses fleurs miment exactement les femelles de la guêpe Dasiscolia ciliata. Donc on a un gros labelle ici qui ressemble à l'abdomen de la femelle. On a plein de petits poils marrons qui ressemblent aux petits poils marrons qu'on peut trouver sur la femelle. On a des formes ici qui ressemblent un peu aux ailes qu'aurait l'insecte. Et en plus de ça, en plus de ces caractères anatomiques, il y a aussi production de phéromones qui ressemblent aux phéromones de la femelle. Et donc ça va attirer les mâles. Et les mâles, en étant attirés, donc ils vont vouloir copuler avec la fleur alors que c'est une fleur. Mais voilà, donc là, ici, on a un mâle qui copule. Et quand il va copuler, il va rapprocher sa tête ici de cette partie de la fleur qui comprend les grains de pollen. Et du coup, on a ces deux pollinies qui comprennent les grains de pollen qui vont s'accrocher à la tête de l'animal. Et ensuite, cet animal, quand il va repartir, il va aller se poser sur une autre fleur. Et là, il va pouvoir déposer les pollinies et ça va participer à la pollinisation de ces orchidées. Voilà, donc là, on a ici un mimétisme, donc des plantes qui vont ressembler à des animaux. Et ça a été sélectionné au cours de l'évolution parce que ça permet leur pollinisation et donc l'échange des grains de pollen entre ces plantes à fleurs. Donc si on reprend cette séquence éthique taxonomique, donc, on a vu que on a les humains, ensuite les animaux et les écosystèmes. Donc on a vu que dans les animaux, il y avait une séparation entre les animaux sensibles et ensuite les autres animaux. Et si on regarde les animaux sensibles, en fait, ce qui est considéré, par exemple, dans la législation française, dans le Code rural de la pêche, Code rural et de la pêche maritime, pour les animaux vivants qui sont utilisés à des fins scientifiques, la réglementation concerne les vertébrés, spécialement les mammifères, et aussi on a inclus les céphalopodes. Et donc pour ces animaux-là, on va avoir une réglementation particulière qui édicte des règles sur ce qu'il faut faire si on veut utiliser ces animaux pour l'expérimentation. Par contre, pour tout ce qui est insectes, donc par exemple moi, mes expériences au laboratoire, on ne rentre pas dans le cadre de ces règles. Donc les insectes ne sont pas considérés comme des animaux sensibles sous cet article de loi.
Et donc si on regarde dans l'arbre phylogénétique, donc on a les vertébrés ici, on a les céphalopodes dans une autre branche ici. Donc les céphalopodes, ça va correspondre aux poulpes, d'accord, aux pieuvres, etc. Et donc les céphalopodes font partie des mollusques. Dans les mollusques, on a les gastéropodes, donc tous les coquillages et les bivalves, donc les moules, les huîtres, etc. Et on a aussi les annélides, les platins de menthe, donc différents vers. Et vous voyez que parmi tous ces groupes taxonomiques, c'est vraiment les céphalopodes qu'on considère comme des animaux sensibles, et tous les autres ici, on ne les considère pas comme sensibles. Les insectes, les araignées, les nématodes non plus, les oursins non plus, alors qu'ils sont beaucoup plus proches de nous que les céphalopodes. Donc vous voyez que même si on a cette séquence éthique taxonomique, elle n'est pas tout à fait exacte. Il y a parfois des groupes avec lesquels on va avoir des règles beaucoup plus strictes, on va les considérer comme sensibles, même s'ils sont plus éloignés phylogénétiquement de nous que d'autres. Donc maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder comment les différentes espèces sont présentées dans les musées et dans les jardins. Donc au Muséum d'histoire naturelle à Paris, ce qui a été choisi, c'est de représenter les différentes espèces selon leur milieu de vie. Donc quand vous rentrez, au départ, vous allez voir les animaux qui sont dans le milieu marin, et si vous montez, vous allez avoir les écosystèmes terrestres. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait. Dans d'autres musées, par exemple au British National History Museum, là, ce qui a été choisi, c'est de classer les espèces selon leur taxonomie. Et par exemple, dans le hall des grands mammifères, on va voir les mammifères terrestres, mais on va aussi avoir les mammifères marins avec les baleines, les dauphins, et donc tous vont être regroupés comme ça. On a aussi d'autres types de classifications. Par exemple, au jardin botanique de l'université d'Urbino en Italie, les plantes ici sont classées selon leurs effets pharmacologiques. Et donc là, voilà, on a un petit endroit ici avec les plantes qui ont des effets sur le système cardiovasculaire. Donc ça, c'est aussi une autre façon de classer et de regrouper les espèces. Donc là, ce serait plutôt une vision anthropocentrée, d'accord ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas toujours que cette vision de phylogénétique. Ça peut être bien aussi d'avoir d'autres façons de classer le vivant. Et donc, même les noms qu'on utilise, nous, les noms vernaculaires pour identifier des espèces, parfois, on fait des comparaisons entre des groupes taxonomiques qui sont très éloignés. Par exemple, on va parler du poisson-chat parce qu'il a des longues moustaches. Mais ce n'est pas du tout un chat, d'accord, mais c'est juste qu'il nous fait penser au chat. Le moustique tigre aussi, parce qu'il est rayé jaune et noir. L'araignée crabe, parce qu'elle ressemble à un crabe morphologiquement. La grenouille léopard, parce qu'elle a des taches comme un léopard. Le scarabée rhinocéros, avec ces grandes expansions qu'il a sur le rostre. Ou l'hippocampe, qui vient de hippos, cheval, et campos, poisson. Et en anglais aussi seahorse. Donc là, un cheval des mers. Et donc là, on voit bien que parfois on fait des comparaisons comme ça entre des êtres vivants qui sont phylogénétiquement très éloignés, mais ça a du sens de trouver des correspondances. On a aussi dans le langage courant des correspondances qu'on va faire nous entre les êtres humains et les êtres vivants. On va dire fort comme un lion, malin comme un singe, rusé comme un renard, etc. Donc frais comme un gardon. Ça c'est intéressant, je trouve, parce que en chinois, le caractère pour fraîcheur, il a aussi le caractère poisson, plus mouton. Bon, mouton, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est intéressant que la fraîcheur nous fait penser à un poisson. Et voilà, donc on a ces différentes façons de comparer les humains avec d'autres espèces. Et même si ça n'a pas de sens phylogénétiquement parce qu'on est extrêmement éloigné, ça peut quand même avoir du sens quand on s'intéresse au mode de vie et à la façon de vivre sur la Terre. Donc en conclusion, je vous ai montré que pour étudier le vivant, c'est extrêmement important d'avoir une classification, d'avoir une nomenclature pour pouvoir se parler et être sûr qu'on parle des mêmes objets. Donc c'est extrêmement important. Donc la classification et la phylogénie sont vraiment à la base de notre étude du vivant. Mais il faut, même si ces distances phylogénétiques sont très objectives et permettent de mettre les chercheurs d'accord sur ce point, il faut quand même essayer de voir qu'il y a d'autres moyens de classer le vivant et d'étudier ce vivant.
Et notamment, notre séquence éthique coïncide globalement, mais pas toujours, avec la phylogénie. Et des lignées évolutives éloignées peuvent se ressembler du fait de l'évolution indépendante et du fait du mimétisme. Donc pour aller plus loin, je vous conseille ce petit livre d'Aldo Leopold qui est vraiment très très bien et très poétique sur notre relation au vivant et cette approche écocentrée du vivant. Là, je vous ai mis aussi un autre livre de Simon Conway-Morris. Donc là, c'est un livre dans lequel il revient sur énormément d'exemples d'évolution convergente et où il fait de parallèles entre des groupes taxonomiques qui sont très éloignés, en montrant que ça a du sens aussi parfois de regarder ces caractères et de trouver des ressemblances dans des groupes éloignés. Et il y a aussi ce livre que j'aime beaucoup avec des illustrations et qui reprend la classification phylogénétique du vivant telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui la montre dans son ensemble, qui est un livre aussi que je vous recommande. Donc merci beaucoup pour votre attention.